créé cet Institut Confiance parce que j'ai eu une intime conviction qui s'est progressivement développée en moi, que nous ne pouvions pas continuer comme cela, que la société française était de plus en plus habitée par une défiance de tous vis-à-vis de tous, et que j'y voyais là un risque majeur pour notre société et un risque d'éclatement, voire d'explosion à plus ou moins court terme. De manière plus précise, j'ai développé cette conviction pour deux raisons. D'abord, sur le plan professionnel, mon activité ces 10 dernières années m'a amené à côtoyer de près l'administration française, notamment au sein de l'État, entre des cabinets ministériels, des ministres des cabinets ministériels, des administrations, des fonctionnaires, du plus haut niveau jusqu'au terrain, à peu près dans tous les ministères. Et j'étais stupéfait de voir à quel point régnait un climat de défiance très profond, souvent entre l'échelon politique et la haute administration, la haute fonction publique. Défiance du politique vis-à-vis de son administration et réciproquement. Et je me suis toujours dit, comment peut-on réussir une réforme, un changement quel qu'il soit, qui in fine doit toucher le citoyen ou les entreprises, en tous les cas la société civile, si déjà à la tête, ceux qui portent ces réformes, ces évolutions, ne se font pas confiance les uns les autres. Ça, c'est une première raison professionnelle. La deuxième, en tant que citoyen, je n'ai pu que constater depuis quelques années qu'on ne pouvait pas allumer sa télévision ou lire un journal sans apprendre une information qui vous faisait froid dans le dos et qui faisait que les citoyens nourrissaient une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des élites, qu'elles soient politiques ou économiques, ou médiatiques parfois aussi. Le lundi, vous apprenez l'affaire du Mediator, le lendemain, celle des prothèses d'implant mammaire. Après ça, vous avez un ministre qui a l'excellente idée d'ouvrir un compte bancaire à Singapour. Bref, il ne se passe pas une journée sans qu'une information ne vienne nourrir la défiance des uns vis-à-vis des autres. Et je me suis dit, on ne peut plus laisser cela comme un sujet périphérique. Cette question de la confiance doit devenir un objet central de travail, de mobilisation collective et citoyenne, et d'identification collective, là aussi, de pistes de progrès qui puissent être mises en œuvre et portées au plus haut niveau. C'est ce que nous avons engagé avec au départ une vingtaine de personnes, qui aujourd'hui sont une centaine, et une dynamique très forte qui engage aujourd'hui des territoires et un certain nombre de partenaires institutionnels importants. Et ça, je m'en réjouis. Nous sommes sur une vraie dynamique forte qu'il faut absolument poursuivre, prolonger et approfondir. Je suis directeur d'études Émile Coula. Je suis né en 1920, je suis donc nonagénaire et je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, la section fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. La confiance, qu'est-ce que c'est pour vous la confiance ? Je dirais que je n'en sais rien parce que c'est un mot que j'ai lancé à Pierre Biniki un jour dans des circonstances que j'ai oubliées, et c'est lui qui a fait que ce mot lancé dans la nature a pris les proportions que l'on voit aujourd'hui avec ce colloque. Nous avons accepté de participer à l'Institut Confiance parce que je pense que c'est important aujourd'hui pour se projeter dans l'avenir, pour projeter nos territoires dans l'avenir, eh bien, de travailler en confiance avec les acteurs locaux, en particulier avec les entreprises. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a toujours un peu de défiance et que les uns ont peur des autres en se disant qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se passer. Donc il faut avoir confiance, il faut générer de la confiance, il faut entretenir la confiance, et je crois que c'est important. Alors je participe à cette semaine qui a pour thématique la confiance, d'abord parce que nous sommes dans une société qui a un grand manque de repères. On se retrouve avec un véritable questionnement vis-à-vis du devenir, de ce que peut être l'avenir, et c'est vrai que ce qui peut être ou proposé ou défini comme des orientations, soit par les politiques, n'est pas obligatoirement retrouvé le jour où ils ont la responsabilité. Mais c'est aussi pareil dans l'entreprise, c'est pareil dans la société, c'est pareil même aussi dans une cité, dans la ville. Et donc je pense qu'il y a
qu'il y a vraiment intérêt, au-delà des grandes orientations du débat, de quelle société demain, c'est d'avoir du respect et de la confiance avec les gens, d'abord dans son environnement proche, mais aussi avec les gens qui nous gouvernent, avec les gens qui décident, avec les gens qui participent à la construction d'une société future. Donc c'est très important d'avoir à débattre. Aujourd'hui, moi je débat sur le court, le moyen et le long terme. C'est pour montrer qu'on a une responsabilité immédiate et faire ce que l'on a dit que l'on allait faire, mais c'est aussi participer avec d'autres dans la co-construction de ce qui est à faire, mais aussi avoir une perspective à long terme pour savoir où on va et pas au coup par coup ou en fonction des opportunités. On voit aujourd'hui notre société, on l'a dit, en crise économique. À mon avis, elle est surtout en crise de confiance. Parce que c'est une société en transition et qu'il faut trouver de nouveaux repères de l'action collective avec ses élites politiques, médiatiques, économiques, patronales, et qu'il est absolument indispensable de réfléchir à ces questions. C'est ce que fait l'Institut Confiance, elle le fait avec d'autres, avec le monde, avec les élus. Je trouve que c'est très chouette. Pourquoi le monde est partenaire de ce colloque? Parce que dès le début, quand les gens de l'Institut Confiance sont venus nous voir pour nous parler de ce colloque, il nous a semblé important de nous inscrire dans ce mouvement pour à la fois contribuer par des exemples, aller plus loin parce qu'on voit que la politique, l'économie, tout ce qu'on traite dans le journal sont basés sur la confiance et que, évidemment, le média eux-mêmes, la profession de journaliste, est soumis à la suspicion et au soupçon et qu'il fallait prendre ce sujet à bras le corps. Sans confiance, la confiance, c'est ce qui permet à une société d'avoir des liens solides. Confiance entre les individus, confiance entre les groupes, confiance entre le peuple et ses dirigeants, etc. Actuellement, je pense que nous sommes dans une société qui ne cultive pas cette nécessité, qui au contraire la détruit petit à petit. Je dirais peut-être que le fondement philosophique de cette perte de confiance généralisée dans les institutions, entre les hommes, etc., c'est le relativisme qui a tendance à s'installer depuis quelques dizaines d'années dans les sociétés en général et dans la société française en particulier. Le relativisme, vous savez, ça a été défini par un sophiste grec il y a très très longtemps qui s'appelait Protagoras, qui disait que l'homme est la mesure de toute chose. Si l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire que tout est relatif à l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que au fond, une opinion équivaut à une vérité. Or, c'est ce que nous constatons malheureusement actuellement dans notre société française, c'est-à-dire que les opinions sont même plus importantes que les faits eux-mêmes. Or, comme le dit le dicton, l'adage professionnel des journalistes, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Or, les commentaires, c'est très intéressant, les opinions, c'est très intéressant. La liberté d'expression doit être totale, mais les faits sont sacrés. Ce qui est plus important, c'est les faits, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est là-dessus qu'on peut baser la confiance. Sur les opinions, non. Les opinions, on change d'opinion. On émet des opinions. Or, malheureusement, nos élites dirigeantes, politiques, économiques et autres, n'ont plus cette culture de la vérité, de la confiance. Et c'est assez dommageable pour la société. Il faut absolument inverser la vapeur. Je suis presque depuis l'origine à l'Institut Confiance, que j'ai rejoint parce que je travaillais sur la gouvernance et que la question de la confiance, pour moi, elle est très très liée à la question de la gouvernance. On est en fait dans une période qui est très marquée par l'incertitude du lendemain, de l'avenir. C'est peut-être la première fois où on en a tellement conscience. Et la seule chose qui peut inspirer confiance aujourd'hui, c'est la qualité de la gouvernance. Et c'est ça qui peut rassurer les gens. Et donc, moi, ce qui m'intéresse de creuser dans l'Institut Confiance, c'est dans quelles conditions la gouvernance peut-elle inspirer confiance. La confiance, c'est ce qui se passe quand, au lieu de me poser la question « est-ce que je peux lui faire confiance ?», je me pose la question
qu'est-ce qui serait dans mon action, dans mes paroles, de nature à susciter sa confiance à lui? Donc nous avons décidé d'accompagner nos étudiants aujourd'hui à ces conférences, ces cycles de conférences, parce qu'on a pensé que ces thèmes pourraient les intéresser dans leur vie future en tant que citoyens ou en tant que professionnels. Ce seraient des problématiques auxquelles ils seraient confrontés. Et donc on a jugé important qu'ils y soient déjà sensibilisés à travers des intervenants qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de rencontrer dans l'immédiat. Voilà. Il s'agit véritablement d'ouvrir leur réflexion et d'apporter des débats au sein de la classe avec des sujets autour de l'erreur, de la faute, comme on a pu voir ce matin pour la première table ronde, et aussi le rôle des journalistes dans notre société. Oui, tout à fait. Les préparer en fait au débat qui les attend en tant que citoyens, en tant qu'adultes. Ce sont des classes donc, de mercatique qui vont avoir à s'ouvrir sur le monde économique et les débats auxquels ils peuvent assister ne peuvent évidemment que les enrichir. Les thèmes étudiés, abordés dans leur classe sont très intéressants. Alors là, c'est l'Institut Confiance. Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance? C'est compter sur les autres. Voilà, pouvoir compter sur les autres. Voilà, solidarité. En n'étant pas déçu. Entre autres. Est-ce que les autres peuvent compter sur vous? Sur moi? Toujours. Toujours. Je suis un homme de confiance. Comme vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me le dire. Une vraie confiance, c'est très dur à avoir et à garder. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Enfin, on croit avoir confiance, mais des fois, on n'a pas confiance. Et en beaucoup de choses, on n'a plus confiance, comme la politique ou tout ça. Et on croit beaucoup de choses des hommes politiques, mais vu qu'ils ne nous l'apportent pas, on n'a plus confiance en eux. Et du coup, eux masquent ça par le mensonge pour avoir notre confiance, mais on n'arrive plus à avoir cette confiance. Et c'est ça qui est problématique. Est-ce que vous avez confiance dans le système d'éducation, enfin oui, dans le système d'éducation? Oui, oui. Le mot confiance a plein de définitions. Déjà, pour la confiance, il faut qu'il y ait un certain respect de chacun. C'est pour ça, et la confiance, il n'y en a plus vraiment en ce moment. Même, Parce que le respect, il n'y en a plus non plus. Le moral non plus. De plus en plus ou de moins en moins? Il y a de moins en moins de respect, de moins en moins de confiance. J'ai rencontré Pierre Vinicky qui était venu me présenter l'Institut Confiance dans ce cadre-là. Et de fait, cela rejoignait des préoccupations qui peuvent être les miennes et celles de l'Église de façon plus générale. Et donc du coup, quand cette année, il m'a proposé d'intervenir dans ce colloque, j'ai spontanément accepté parce que je crois qu'il y a des enjeux importants, en particulier au niveau de l'éducation des jeunes générations et les aider à mieux comprendre ce qui se joue à travers cette question de la confiance et puis donc de la vérité de la parole, la cohérence entre la parole et les actes. J'ai toujours été très en alerte, je dirais, sur la façon dont les jeunes se voyaient et entrevoyaient leur avenir. Et leur manque de confiance en eux, leur manque de confiance en leurs possibilités, en ce que l'avenir pouvait leur offrir, m'a toujours interpellée et j'ai toujours été amenée à les encourager, à lutter et à discuter avec eux pour voir comment, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent réaliser des choses vraiment extraordinaires, mais avec un minimum d'encouragement. Donc je crois beaucoup au dialogue, à la prise de confiance et de conscience de ce que l'on peut faire. Et c'est ce qui fait que lorsque j'ai entendu parler de l'Institut Confiance, ça a tout de suite, il y a eu un déclic. Enfin, je me suis dit, mais bien sûr, c'est sur la confiance qu'il faut travailler. Voilà. À la question de savoir pourquoi le journal s'est associé à cette manifestation, la réponse est assez simple, c'est que de la même manière que les politiques sont confrontés à de lourdes interrogations sur leur légitimité et la confiance que les électeurs leur accordent,
de la même manière que les chefs d'entreprise, etc., les journalistes sont de la même façon confrontés à une lourde défiance à l'égard de leur propre activité, de leur travail et de ce qu'ils produisent. Donc s'interroger sur la confiance, c'est s'interroger sur le lien qui existe, qui s'est érodé, qui doit être reconstruit avec les lecteurs, comme les politiques avec les électeurs et comme, au fond, les chefs d'entreprise avec leurs partenaires et clients de toute nature. La confiance, c'est le tissu de nos vies quotidiennes, c'est la confiance en soi, c'est la confiance en les autres, mais surtout ce qui m'intéresse dans le thème, c'est ce que le sociologue Luhmann appelait la confiance systémique, c'est-à-dire tous ces grands systèmes, l'argent en est un bel exemple à travers malheureusement les crises récentes en matière financière, tous ces grands systèmes qui sous-tendent notre société, qu'on ne distingue pas toujours, mais qu'il est extrêmement nécessaire d'analyser, de comprendre pour éviter un certain nombre de dérives qu'on observe aujourd'hui et pour au contraire les réorienter et les renforcer parfois. Et puis je dois avouer aussi que dans mon exercice professionnel au quotidien, ces questions de confiance sont très prégnantes dans le dialogue social, dans notre capacité collective en tant que service public à changer, à faire évoluer la prestation qu'on rend aux usagers et même à travailler de manière collective sur des actions de progrès et avec aussi nos concitoyens au jour le jour. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation de Pierre Vinicki pour parler avec le public de la question des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt dans le journalisme. Elle est, je pense, consubstantielle au métier et pourtant on en parle très peu. Donc j'ai réfléchi et ça m'a plu de pouvoir échanger avec le public de cette question. Qui nécessite sans doute plus de règles, de transparence et de contre-pouvoir qu'il n'en existe aujourd'hui dans notre secteur. La confiance, pourquoi ? Je pense que l'initiative qui a été la mienne de rejoindre très vite Pierre Vinicki autour des premiers pas à l'Institut Confiance, c'est au fond deux choses. L'une, c'est que j'avais été très intéressé par la réflexion qui date maintenant, une quarantaine d'années, produite par Alain Perfit, qui avait fait sa thèse sur la question de la confiance, et qui a produit un bouquin chez Odile Jacob, je fais de la pub, en 1994, et qui s'appelle La société de confiance. Et là, j'avais vu effectivement toutes ces choses dont nous discutons aujourd'hui à l'Institut, autour des représentations, des croyances, des valeurs qui font qu'une société a un ethos de confiance ou la moins. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que je vois notre société, je la vois surtout dans une dimension associative. Je fais partie de beaucoup d'associations d'intérêt citoyen, on va dire. Et ces associations me montrent qu'aujourd'hui, notre pays est en difficulté de ce point de vue-là. Et qu'il faut réfléchir et agir dans un think tank et un do tank, c'est-à-dire avoir des idées et une démarche, voir ce qu'on peut faire dans une perspective essentiellement, pour moi, de transmission aux jeunes générations. Pour moi, c'est la question essentielle, la question de la confiance dans les nouvelles générations. Et que vont faire les nouvelles générations de cette notion de confiance ? En eux-mêmes, avec les autres, envers le monde. Voilà. Je pense que les gens ont raison pour partie raison d'avoir une certaine défiance, on va dire, envers les journalistes, parce qu'il y a des cas où les journalistes n'ont clairement pas, pas tous, mais certains n'ont pas fait leur travail. Alors il y a plein de raisons qui l'expliquent, il ne faut pas leur jeter la pierre parce que il y a des conditions de travail qui ne sont pas toujours celles qui sont idéales, mais en tout cas pour partie je pense que les critiques sont justifiées. En même temps, pour les mêmes raisons, pour ces raisons de précarité, d'instantanéité, etc., les journalistes sont un peu prisonniers d'un système où on attend d'eux des choses qu'ils ne seraient pas forcément amenés à faire s'ils avaient entière liberté. Et là, c'est là où les gens sont un peu injustes avec les journalistes, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers à enclencher certaines machineries qui font qu'au final, ils ont ce qu'ils critiquent. Par exemple, ils critiquent le sensationnalisme, mais c'est les premiers à cliquer sur les articles faits divers, donc c'est un peu injuste de ce côté-là. Ok. Moi je pense plutôt que cette défiance vient
est entretenu par l'image que les journalistes se font des attentes de leur public. Et du coup, ça crée une espèce de décalage, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un décalage entre l'attente réelle du lecteur et cette image et la production du journaliste qui est créée pour ce lecteur et qui entretient de fait cette défiance, en plus des sujets catastrophistes, comme on a vu tout à l'heure, des histoires de vérification qui ne sont pas faites dans beaucoup de cas, des nouvelles sources d'informations qui posent aussi des problèmes comme Twitter, Facebook. Est-ce qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut vérifier ou pas? Est-ce qu'on peut prendre tout comme argent comptant? Voilà. Et alors comment vous voyez, vous, votre futur métier par rapport à la confiance? Est-ce que le fait de ce colloque, ça vous a permis d'y réfléchir? Oui, ça nous a permis d'y réfléchir et en plus on y réfléchit déjà beaucoup en école de journalisme, puisqu'on pourrait penser que les écoles de journalisme sont finalement faites pour nous glisser dans un moule, mais en réalité il y a quand même beaucoup de remises en question dans notre école, ce qui fait qu'on est doublement attentif quand on lit un article, qu'on a fait une production journalistique. Ça nous permet de remettre en question la profession et de nous enrichir et d'aller dans le sens d'une reconstruction de la confiance entre lecteurs et journalistes. Ok. Oui, non, je suis d'accord. Effectivement, la confiance c'est quelque chose de très important et le colloque a permis de la mettre en évidence. Pour moi, c'était un truc qui comptait, mais c'était pas fondamental. Et en fait, effectivement, il n'y a pas de raison, à l'heure où de l'info instantanée est souvent gratuite, enfin gratuite, entre guillemets, il n'y a pas d'info gratuite bien sûr, mais gratuite pour le moment où les gens regardent l'information ou la lisent. Si on veut pouvoir vendre des journaux et vendre des émissions de qualité, il faut avoir le préambule de tout, c'est la confiance. Si les gens n'ont pas confiance, il n'y a aucune raison qu'ils achètent le journal. Donc c'est le préalable à tout le reste en fait. Et la confiance, ça se perd et ça se gagne difficilement, ça se perd facilement. Et donc c'est une vigilance de tous les instants sur quelles sources on utilise, quelle impartialité on a, pardon. Et voilà, c'est un combat de tous les instants, mais en même temps c'est l'essence du journalisme. J'ai accepté très volontiers de rejoindre l'Institut Confiance dès le démarrage, quand Pierre Vinicki m'a contacté, parce que c'est une question qui me paraît être fondamentale, au double titre de mon entreprise, parce qu'au sein d'une entreprise, on ne fonctionne bien qu'avec une certaine confiance, bien évidemment, entre tous les acteurs, et également au titre de notre métier, qui est la chimie, et dans lequel nous sommes, par définition, au cœur des problématiques de société, où nous aimerions que ce soit beaucoup mieux perçu, évidemment, par tout le monde, et nous sommes d'ailleurs très actifs en ce sens, parce que nous sommes apporteurs de solutions pour beaucoup de choses, et que toutes les parties prenantes doivent se rejoindre dans ce débat. Et puis également, peut-être à titre personnel également, la question de la confiance est quelque chose que je considère comme extrêmement important. J'étais très heureuse de participer en tant que panéliste aujourd'hui sur cette série, début de série de colloques sur la confiance et plus précisément sur les rapports entre la coopération et la prise de décision. En tant que chambre de commerce qui représente plusieurs entreprises à la fois étrangères et françaises, qui est totalement axée sur comment on peut sortir de la crise économique, comment on peut créer plus d'emplois, plus de croissance, rester compétitif et aussi comment essayer d'impliquer beaucoup plus la jeune génération et leur donner un avenir. Je pense que c'était indispensable d'adresser la question de la confiance. C'est un ingrédient nécessaire, indispensable pour pouvoir créer un dialogue autour de grandes questions qui sont un peu à la vue aujourd'hui. Comment on arrive de sortir de la crise, différents acteurs, les publics, les privés, la société civile, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individu. Donc je pense qu'on est arrivé à très belles conclusions aujourd'hui. Il faut la confiance institutionnelle, mais il faut aussi gérer la confiance au niveau personnel, en tant qu'individu, en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise, et pouvoir construire un processus dans la transparence pour donner, inspirer la confiance, mais aussi la recevoir.
Niort est un des futurs territoires de confiance, en tout cas c'est le souhait qu'on a de préparer notre territoire à renforcer ses solidarités, ses coopérations par rapport à ce syndrome de la défiance qui nous coûte sûrement au niveau national quelques points de croissance et beaucoup de plaisir, en tout cas de capacité d'action. C'est un sujet très important dans la mesure où la confiance, c'est ce sur quoi repose la possibilité de relations humaines. C'est-à-dire que si j'entre en relation avec l'autre, si je ne suis pas confiant, ça veut dire que j'ai une défiance par rapport à son attitude, à ce qu'il pourrait faire de ma vulnérabilité. Et, par conséquent, la question, c'est comment est-ce qu'il peut prendre soin de ma vulnérabilité, c'est-à-dire ne pas en profiter, ne pas l'instrumentaliser, ne pas l'exploiter et ne pas finalement me mettre en servitude. Donc je crois que ça pose bien évidemment ce qui constitue le lien social, c'est-à-dire la parole. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de l'autre ? Si on ne peut pas se fier à la parole de l'autre, il n'y a plus aucune possibilité d'entrer en relation avec lui, de négocier avec lui, d'échanger avec lui et de l'aimer. Je crois que nous sommes aussi aujourd'hui dans une crise de la démocratie, parce que nous sommes dans une crise justement de la confiance. Crise de la confiance qui se déduit de la crise de l'autorité de la parole. C'est-à-dire on n'a plus du tout confiance dans ce que disent les politiques. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de politique, il y a une pure et simple administration de la multitude, comme disait Rousseau. Et c'est aussi un point extrêmement important. Et il y aura toujours, disait Rousseau, dans le contrat social, une grande différence entre soumettre la multitude et régir une société. Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de régir une société? C'est-à-dire, dans quelle mesure nous avons les moyens aujourd'hui de restituer à la parole la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire de permettre aux hommes d'échanger, d'inventer un avenir, c'est-à-dire d'inventer la démocratie. Le mot confiance, c'est un mot très important pour nos élèves tout d'abord, puisque apprendre, c'est une part de risque énorme. C'est accepter ce que l'on doit être et ce que l'on n'est pas encore complètement. Ça suppose bien sûr beaucoup d'efforts, mais ça suppose aussi de pouvoir compter à la fois sur ses pairs, à la fois sur les adultes qui accompagnent dans l'école. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut redonner encore plus d'espace, plus d'importance au statut de l'erreur dont nous avons beaucoup parlé. Il faut accepter de faire des erreurs car pour apprendre, on ne sait pas forcément. Il faut aussi déconstruire des savoirs. Donc de la confiance, c'est nécessaire pour apprendre. Un élève ne peut pas apprendre s'il n'a pas la confiance de sa famille, de ses professeurs, mais aussi de la société. Donc de la confiance entre enseignants, entre les parents, de la confiance entre la société et l'école. C'est effectivement le maître mot pour réussir. L'Institut Confiance pose, à mon sens, une des vraies problématiques d'aujourd'hui, c'est comment retisser la confiance justement entre les citoyens. Alors que nous vivons dans une société de la défiance, où on se méfie de plus en plus des uns et des autres, et que notre pacte républicain est à mon sens menacé par cette question de la défiance. Et donc il faut arriver à comprendre le mécanisme de la défiance pour mieux retisser du lien. Et c'est pour ça que naturellement, à titre personnel et en tant que secrétaire général de la FEB, nous sommes inscrits dans cette démarche tout à fait porteuse. Si je suis là présent aujourd'hui à la semaine de la confiance, c'est parce que pour moi, en effet, la confiance revêt une importance tout à fait particulière par son rôle qu'elle joue dans la relation entre les hommes et les femmes, en particulier dans le contexte des entreprises, bien sûr, où je me sens plus légitime pour en parler, puisqu'on sait aujourd'hui que la force des entreprises est intimement liée à leur capacité à s'adapter au contexte environnemental qui n'arrête pas d'évoluer, que ce soit un environnement juridique, réglementaire, financier, fiscal. La force d'une entreprise tient à sa capacité à s'adapter et donc à la capacité de ses acteurs, c'est-à-dire de ses salariés, de ses managers, de pouvoir à chaque fois inventer la bonne posture, la bonne situation, la bonne solution à la situation qui évolue. Et pour cela, il faut pouvoir oser, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir s'entendre transversalement au sein d'une entreprise
pour pouvoir justement trouver la bonne et la juste posture, la juste réponse d'adaptation. Et pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait un degré de confiance important entre les différents acteurs de l'entreprise et aussi avec les fournisseurs et avec les clients de l'entreprise, de manière à ce que l'entreprise puisse justement arriver à rester en santé, rester en équilibre, la fameuse performance. Voilà, donc un des aspects de la confiance qui me touche tout particulièrement. C'est une grande question, effectivement, qui traverse tous nos débats actuellement, notamment moi, pour ce qui me concerne, entre les parents d'élèves et la ville. Comment créer un climat de confiance pour que le dialogue puisse exister sur des vrais contenus et pas seulement sur l'idée que la ville fait ça pour des sombres raisons inavouables, par exemple pour parler de la réforme des rythmes. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire, mais à qui profite le crime, quoi, en fait, hein. Si vous nous prêtez des intentions, à votre avis, quelles sont ces intentions qui pourraient pervertir notre point de vue? Donc c'est la question de la confiance aujourd'hui entre les pouvoirs publics en général ou la politique et les individus est vraiment une question cruciale qui se pose à nous. Madame? Alors moi la question de la confiance se pose dans le champ sur lequel je travaille, la participation des habitants. Moi il y a deux choses. Je pense que la confiance c'est intéressant, c'est un mot valise. Il faut tirer des fils et certainement mettre des éléments d'objectivation ou comment on traduit cette confiance concrètement. Donc je pense qu'il faut progresser sur les questions de transparence, sur les questions aussi de rendre compte. Je pense que voilà, tous les actes qui permettront d'avancer d'un côté et de l'autre et des actes visibles permettront d'avancer sur cette question de confiance.